Bonjour et bienvenue sur Anthropodcast. Nous sommes en compagnie de Madame Christine Langlois, je suis accompagné d'Anne-Laure et je suis Jonathan et nous allons parler, vous le voyez, de la revue Terrain. Alors, tout d'abord, avant de parler un petit peu de la revue, on en aimerait savoir un petit peu plus sur vous. Qui êtes-vous et comment est-ce que vous êtes arrivée à être rédactrice de la revue Terrain? Rédactrice en chef, pardon. Oh, mon Dieu, très important. Bonjour. Bonjour. Alors, comment je suis arrivée à la revue? Bon, j'ai fait de l'ethno, voilà, comme tant d'autres, à Paris 5. Et puis, on m'a proposé d'abord de faire, pour la création de ce service qui s'appelait la Mission du patrimoine ethnologique, qui devait être créé en 1980, car c'était l'année du patrimoine en France cette année-là. Et donc, Isaac Kiva, qui était le bras droit de Lévi-Strauss au laboratoire d'anthropologie sociale, avait envie de développer sur la France des recherches ethnologiques sur des thèmes qui étaient peu traités jusqu'alors en France. Donc, notamment des thèmes sur la France plus moderne, dirais-je, l'industriel, l'urbain, et aussi y appliquer des thèmes plus classiques à l'anthropologie dite exotique alors, comme les savoirs naturalistes populaires ou famille et parenté. Donc voilà, il avait envie que se crée un certain nombre de recherches, d'initier un certain nombre de recherches. Alors ce service a été créé donc en 1980, mais en 1979, il m'a demandé de faire l'inventaire de tout ce qui existait en anthropologie en France, c'est-à-dire les chercheurs, leurs recherches en cours, les institutions, les laboratoires de recherche, les musées, les associations, bon, tout ce qui avait trait à l'ethnologie en France. Voilà, donc j'ai fait ça pendant un an, j'ai recensé environ 2000 chercheurs et institutions, leurs recherches en cours, leurs collections, etc. Et puis, en 80, on m'a demandé de l'informatiser, donc ça a été tout un travail aussi, fait pour ce service, toujours. Et en 82, les appels d'offres ayant commencé à être financés dès 1980 sur ces 4 thèmes dont je vous ai parlé, en 82, il y a une grande réunion à laquelle j'assistais des premières équipes qui avaient travaillé sur ces appels d'offres et qui avaient très envie de connaître les résultats des autres équipes. Donc à ce moment-là, Elisabeth Fleury, qui était la chef de la mission du patrimoine ethnologique, m'a demandé si ça m'intéressait de créer des publications. Alors c'était pas du tout précis, elle m'a dit une lettre, un journal. Bon, je me disais qu'une lettre, un journal, on le jetait, on le lisait, puis on le jetait, que c'était pas vraiment intéressant de faire ça. Donc j'ai pensé que faire une revue, c'était plus intéressant. Bon, je connaissais pas grand-chose, sauf que j'avais travaillé pendant 2 ans au laboratoire d'anthropologie sociale et j'avais vu un peu, pas de tout près, mais j'avais vu quand même se faire la revue L'Homme et la revue Études rurales. Donc je savais quand même ce que c'était qu'une revue, je connaissais le milieu de l'anthropologie. Et voilà, donc j'ai commencé et ça a été donc ce petit numéro 1. Le premier terrain. Le premier terrain, qui était en fait le numéro 0, puisque j'ai commencé, je suis entrée ici en janvier 83 et il est sorti en octobre. Et c'était comme je l'ai envoyé gratuitement à tous ceux qui étaient dans le répertoire. Donc il n'a jamais été en vente, celui-là, c'est vraiment... voilà, c'est un collector. Un collector. Et bon, c'était déjà le principe, c'était donc, comme vous le voyez, un thème. Enfin non, ça ne se voit pas tellement bien. Enfin, c'était sur les savoirs naturalistes. Et c'était aussi une volonté d'avoir une maquette illustrée, parce que précisément, on est dans un lieu très particulier pour faire ce genre de revue, c'est le ministère de la Culture. Et ce qui était un peu étrange, c'était parce qu'on finançait donc ces recherches. Donc, j'avais envie d'en profiter pour faire une revue qui soit accessible aussi aux non-anthropologues, aussi aux non-spécialistes. Donc de l'illustrer, d'avoir une vraie maquette faite avec un professionnel, etc., etc. Donc voilà, c'est ce petit numéro. Et comme, je ne sais pas si on a le dernier numéro, Virus, bon, vous voyez que la revue a changé d'aspect et d'épaisseur. Elle est beaucoup plus épaisse, oui, exactement. Oui, elle a changé d'aspect. Mais c'est toujours resté sur le principe du thématique. Donc les 8 premiers numéros reprennent les appels d'offres, les thèmes des appels d'offres. Et puis après, ça ne suffisait plus, parce qu'un appel d'offres, ça dure sur 3 ans. Il faut des recherches sur le long terme, et 2 numéros par an ne pouvaient pas suffire. Donc après, vite, dès le numéro 9, je me suis mis à prendre des thèmes transversaux. Et puis après, le directeur du patrimoine lui-même m'a dit, mais pourquoi se limiter aux personnes qu'on a financées? Pourquoi pas faire une revue ouverte, normale? Voilà, donc la revue après, c'est ouverte à des chercheurs qu'on n'avait pas financés forcément.
D'autant plus qu'il le trouvait assez injuste que quand il me proposait un article, on disait non, on vous a pas donné de sous, donc on vous publie pas. C'était un peu, ça devenait bizarre, quoi. Déjà voilà. qu'ils n'ont pas eu de sous, en plus de ça, ils peuvent pas être dans Terrain, les pauvres. Voilà. Donc ça a commencé comme ça, et le parti pris thématique est toujours resté, mais avec une partie de Varia pour donner justement leur chance et publier d'autres papiers intéressants sur d'autres thèmes. Et c'est donc une revue où, dès le départ, on ne publie pas les articles qu'on reçoit comme ça librement, même si on les examine et qu'on en publie certains hors thème, mais vraiment c'est des articles de commande, c'est-à-dire que ce sont des dossiers qu'on monte, et c'est comme un ouvrage collectif si vous voulez, c'est-à-dire qu'on monte, on dit bon, on aimerait travailler sur tel thème, il faut savoir d'abord qui a travaillé sur ce thème, déjà détecter les chercheurs, et ensuite on leur commande un texte qui peut être refusé aussi si le conseil de rédaction l'estime ainsi, qu'il n'est pas bon, ou corriger, modifier, voilà. Donc c'est tout un travail de montage d'un dossier, avec, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a différents éclairages sur un même thème, donc différentes facettes, voilà, donc on pourra peut-être, je ne sais pas si vous voulez en parler après, mais la manière dont la revue justement a évolué. Oui, et ce qui m'intéressait aussi d'abord, c'est peut-être combien est-ce que de personnes travaillent à Terrain, parce que vous êtes rédactrice en chef, mais est-ce qu'il y a aussi des journalistes, des reporters, je ne sais pas, combien de personnes naviguent autour de la revue? Alors, jusqu'au numéro 12, j'étais seule. Oui. Quand même. Oui, c'était seule pour faire... 12, donc ça veut dire pendant 6 ans, vous avez été seule? Oui. Wow. Oui, pendant 6 ans, j'étais seule pour monter les numéros. Il n'y avait pas de conseil de rédaction non plus encore. Pour chercher l'iconographie, pour travailler avec le maquettiste et pour surtout aussi faire un gros travail de presse. Parce que dès le départ, j'ai trouvé important qu'on ait des échos dans la presse, pas seulement dans les revues professionnelles. Donc j'ai envoyé au Monde, à Libé, à France Culture, à toute la presse, et puis à une presse ciblée aussi selon les thèmes. C'est sûr qu'on n'envoie pas un numéro sur le colonialisme au même journaliste que celui sur les virus, par exemple. Donc il y a la presse générale nationale, il y a la presse écrite et parlée nationale, et puis il y a la presse spécialisée écrite et parlée, et puis il y a aussi les revues spécialisées en anthropologie et sciences humaines. Donc il y avait tout ce travail. Donc oui, c'était du job. Et vous avez eu quoi comme retour donc, dans des journaux comme Le Monde, par exemple? Parce que c'est particulier quand même comme façon d'écrire, comme thématique, etc. Est-ce qu'ils s'en sont servis pour faire des articles eux-mêmes? Est-ce que c'était un simple relais presse en disant ben voilà, la nouvelle revue Terrain est sortie? Comment ça s'est passé, cette relation avec les médias autres, on va dire plus généralistes? En fait, je vous ai pas apporté, mais on a d'énormes classeurs sur toutes les coupures de presse qu'on a reçues sur tel et tel numéro. En fait, il y avait un très bon accueil de Le Monde et France Culture notamment. Le Monde a souvent fait des articles rendant compte des numéros, mais des vrais articles, c'est-à-dire vraiment un compte rendu du numéro. D'autres journaux ont eu tendance parfois à exploiter un article et parfois à ne pas signaler la revue, parfois la signaler brièvement, parfois ne pas la signaler, mais à exploiter ce qui était dans les articles. France Culture notamment, on avait au moins 4-5 émissions qui parlaient régulièrement lors de la sortie d'un numéro. On en trouve d'ailleurs une ou deux sur Internet en faisant des recherches hier, j'en ai vu, qui sont particulières. Je crois même sur les virus, il me semble. Oui, je crois que... Oui. Ben, sur les virus, il vient d'avoir un bon papier dans Le Monde. Et puis, sur le... Non, il y a eu parfois énormément de presse, surtout au début, puisque c'était très nouveau en fait, qu'ils aient accès à ce genre de travaux de sciences humaines. Alors, parce que pour répondre à votre question, les articles sont toujours écrits par des chercheurs, hein. Il n'y a pas de journalistes, il n'y a personne d'autre. Ce sont vraiment des chercheurs qui écrivent. Donc, il y avait un peu des articles, vous savez, nous sommes les Indiens, les anthropologues, ou je ne sais pas quoi. Il y avait un peu toujours cet esprit-là. Et puis après, ça a un peu changé. Au début, il était un peu étonné et intéressé sous cet angle que des anthropologues se penchent sur la société française. Oui, parce que là, justement, ce qui est particulier, c'est que vous êtes beaucoup intéressé, en tout cas au début, si j'ai compris, à la société française, et vous n'avez pas tout de suite été, je ne sais pas, dans l'exotisme, c'est comme ça qu'on dit, Anne-Laure? On ne dit plus ça, c'est plus politiquement correct. Mais enfin... on ne dit plus trop, mais dans la vision que les gens en ont, oui, c'est... Enfin, les cultures lointaines, disons. Donc maintenant, on doit dire culture lointaine et plus culture exotique, c'est ça?
Parce que c'est un terme qu'on a entendu encore cette semaine, je crois. Bon, il faut mettre des guillemets. Vous pouvez l'employer, mais avec les guillemets. D'accord. On va éviter sur Entre Podcasts alors. Donc justement, alors vous vous êtes intéressé à ces cultures lointaines. Pourquoi, vous êtes au contraire pas intéressé à ces cultures lointaines tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il y avait la volonté d'attirer plutôt l'attention sur la France ou l'Europe ou pourquoi ce choix éditorial? Parce que le ministère finançait des recherches que sur le territoire français. Ah oui, d'accord. Oui, c'est le ministère de la Culture français qui finançait des recherches sur la France pour connaître le patrimoine ethnologique français, c'est-à-dire les manières de penser, de croire, etc. en France. Donc c'est vraiment, tout le début a été vraiment consacré comme ça à la France, à des recherches sur la France. Et ensuite, dans la revue, il m'a paru quand même intéressant, surtout à l'époque de l'Europe, etc., d'avoir des points de vue comparatifs sur d'autres pays européens. Et puis souvent aussi, mais pas du tout principalement, sur des pays plus lointains. Donc ça dépendait un petit peu des chercheurs et auteurs possibles dont j'entendais parler, qui pouvaient contribuer à un thème. Donc ça peut être l'Amazonie, Madagascar, l'Inde, des tas de pays plus lointains, mais c'était un petit peu au gré des rencontres et de la connaissance que je pouvais avoir des travaux de certains chercheurs sur ce thème. Voilà, donc, mais bon, voilà, ça restait quand même centré sur l'Europe et les sociétés occidentales, disons, mais avec beaucoup d'aperçus sur certains numéros, sur d'autres cultures. Alors on va peut-être parler dans le prochain justement des numéros qui ont été vraiment peut-être importants ou qui vous ont plus touché. Sur 30 ans, qu'est-ce que vous avez vu comme différence? Est-ce qu'il y a plus de gens qui veulent participer à la revue? Est-ce qu'il y en a moins? Est-ce qu'il y a toujours beaucoup de recherches ou de chercheurs qui ont envie d'être justement publiés sur terrain ou qui ont envie d'avoir un écho dans la presse de leurs recherches? Est-ce que vous avez vu une différence depuis le début où justement vous cherchiez les gens et au début c'était que les gens qui étaient subventionnés par le ministère de la Culture? En fait, je n'ai pas vraiment vu de différence. D'abord parce que je ne sais pas trop ce que les gens pensaient. La seule chose dont je me rends compte, c'est que j'ai jamais eu de refus. Je veux dire, les gens ont toujours accepté très volontiers de publier dans Terrain. Les gens, j'ai l'impression, aimaient et publier parce que précisément la revue était plus vue par d'autres gens aussi, parce qu'on peut y mettre des photos, on peut y mettre, voilà, elle se présente comme quelque chose d'attrayant. Donc c'est vrai que ça a attiré aussi les chercheurs, même si certains ont beaucoup de mal à penser photo et à faire des photos sur leur terrain. Donc il y a un gros travail en fait de recherche iconographique pour nous. Mais dès le numéro 4, par exemple, on a un entretien avec Claude Lévi-Strauss sur la notion de maison. Il a tout à fait accepté d'y participer. Dans le numéro, je ne sais plus dans quel numéro, il y a aussi un entretien avec Bourdieu, qui, lui, quand j'avais été le voir, un peu tremblante comme ça, au début, m'a dit « Ah, mais j'aime beaucoup votre revue, ça correspond à ce qu'on fait aussi dans Actes de la recherche. » Enfin, il avait été très chaleureux et accueillant. Et puis, voilà, il avait... En fait, on lui avait donné des questions, il préférait rédiger que de se faire réécrire après, donc il avait rédigé son texte. Donc, quand j'ai demandé à Françoise Héritier, Marc, j'ai dit non, il n'y a jamais eu de... Les gens ont toujours été très, très accueillants et très prêts à écrire pour Terrain, oui. C'est intéressant parce que de mon point de vue extérieur à l'anthropologie, je me dis des fois, les anthropologues, j'ai l'impression qu'ils ont juste envie d'écrire des livres parce que, bon, bien sûr, ça laisse plus de liberté, c'est plus grand, etc. Et qu'ils n'ont pas forcément le désir parce que la revue Terrain est aussi destinée à des gens comme moi qui ne sont pas des anthropologues, mais qui sont intéressés parce qu'elle reste, en tout cas, très largement compréhensible par un public non expert. Donc, ce que vous dites, en fait, c'est que les anthropologues sont aussi intéressés justement à relayer ces choses-là envers les non-experts et pas seulement vers les anthropologues. Oui, je pense que ça les intéresse. Et puis, eux-mêmes, trouvant l'intérêt à ce qui est écrit dans Terrain et regardant la revue, ont aussi envie de publier. Mais pour eux, c'est très important pour les chercheurs de publier dans une revue, parce qu'un article, c'est publié vite, contrairement à un livre. C'est vu beaucoup plus justement par d'autres gens. Un livre, bon, j'ai pas parlé, mais je voulais juste signaler qu'il y a aussi une collection de livres, collection Ethnologie de la France, qui est jointe à la revue depuis le début. La même année qu'est sorti le numéro 1, j'ai commencé aussi cette collection. Donc ça, mais un livre, c'est beaucoup d'années de travail, c'est le résultat de beaucoup d'années de travail, tandis qu'un article, c'est plus rapide, ça peut être une recherche en cours, on fait part de ses hypothèses, pas forcément tout de suite de tous les résultats. Donc, et
une recherche en sciences humaines qui n'est pas publiée, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, voilà, ça ne sert à rien. Donc, il faut publier. Et les chercheurs sont tenus de publier, et en sciences humaines, beaucoup d'articles, oui. C'est surtout des articles. Certains, d'ailleurs, n'ont pas fait de livres, mais surtout des articles. Ça va être ma dernière question pour cet épisode, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'autres revues d'anthropologie francophones, on va dire du côté des Américains, il me semblait qu'il y en avait pas mal aussi au niveau de l'Association américaine d'anthropologie. Ils éditent beaucoup de revues encore maintenant, mais en France, en français, comment ça se passe? Est-ce qu'il y en a d'autres comme Terrain, on va dire? Comme non, parce que chacune a sa personnalité. La plus importante, c'est celle qui a été créée par Lévi-Strauss en 1962, je crois, c'est L'Homme, la revue L'Homme. Ensuite, il y a la revue Ethnologie française, créée par le Musée des Arts et Traditions populaires et le Centre d'ethnologie française, qui a été créée, je crois, je ne sais plus combien d'années avant Terrain, enfin quelques années avant Terrain. Il y a maintenant la revue Gradiva aussi, qui a été créée quelques années après Terrain et qui est maintenant au musée du Quai Branly et qui est consacrée plutôt à tout ce qui concerne les arts visuels. Donc, muséographie, images, films, etc., qui est une très bonne revue. Donc, il y a plusieurs revues et je pense que c'est stimulant justement. Enfin, c'est ce que m'ont dit les autres revues. L'arrivée de Terrain par rapport aux revues déjà présentes les a stimulées aussi à changer un peu leur présentation, leur couverture, leur maquette. Et bon, plus il y a une revue, plus c'est signe d'un terrain riche. Oui. Oui, exactement. D'ailleurs, vraiment dernière question ce coup-ci, mais est-ce que vous avez idée de combien d'articles vous avez reçus, ou de dossiers, ou de propositions vous avez reçus par rapport au nombre que vous avez publié, justement? Parce que vous disiez avant que tout devait être publié, c'était... Voilà, sinon ça n'a pas tellement de sens pour une recherche, mais est-ce qu'il y a assez d'endroits pour publier finalement? Parce qu'il n'y a pas 200 revues d'anthropologie non plus. Non, mais il y a quand même... on publie quand même que ce qui est bon, donc déjà il y a un tri. Tout n'est pas publié. Et par rapport au nombre d'étudiants en première année, les premières années, il en reste beaucoup moins qui sont en doctorat. Donc en fait, on publie à partir du niveau de doctorat, après le doctorat ou pendant le doctorat, si vous voulez. Donc déjà, ça, c'est un tri énorme. Ensuite, entre les différentes revues, je pense qu'il y a de quoi faire. En France, on est plutôt bien lotis. Bon, certes, on en parlera tout à l'heure. Certes, l'arrêt de Terrain pose problème à beaucoup de chercheurs parce que pour eux, c'était important qu'il y ait cette revue. Mais non, je crois qu'il n'y a pas de problème de... Alors, le nombre d'articles reçus et publiés. Alors, pour les dossiers, je ne peux pas vraiment dire parce que c'est des articles qu'on commande. Hors dossier, je dirais que sur 10 articles qu'on reçoit, on en publiera un, parfois de manière spontanée, qu'on reçoit de manière spontanée. Parce que vraiment, parfois, il y a des gens qui envoient des articles et on a l'impression qu'ils ne connaissent pas du tout la revue. Comme elle s'appelle Terrain, ils pensent qu'il faut nous envoyer que des articles sur les modalités du terrain, alors que, bon, on a déjà dit pas mal là-dessus et que c'est les résultats qui nous intéressent plutôt. Bon, voilà. Donc après ça, c'est vrai que depuis qu'on est sur Internet, on sent qu'il y a une espèce de public différent qui voit la revue sur Internet, qui ne sait pas vraiment en même temps comment elle fonctionne. Mais on a publié beaucoup et peut-être un peu plus tard, on va parler de qui publie dedans parce que, voilà, je tiens à dire des choses là-dessus. Parfait. Ben écoutez, c'était déjà très intéressant. La prochaine fois, justement, on va parler de ce sujet-là. On va pouvoir parler aussi un petit peu plus des revues en particulier, de celles qui vous ont touché. On se donne donc rendez-vous à dans 2 semaines pour un prochain épisode d'Entrepodcast. Merci en tout cas. Merci. Bon, alors 2 semaines après, il faut que je change vite de chemise alors. C'est ça. Les gens voient que c'est faux.